Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'Assemblée nationale a adopté le budget du gouvernement pour l'année 2024. Chose très rare, ce projet de loi a été validé grâce à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution et c'est seulement la 17e fois qu'Elisabeth Borne utilise le 49.3 depuis ses débuts au gouvernement. Alors parmi les principales mesures qui ont été adoptées, on trouve tout d'abord une indemnité de 100 € pour les automobilistes qui prennent leur voiture pour aller au travail. Selon le gouvernement, ce chèque carburant de 100 € représente une aide d'environ 20 centimes par litre pendant 6 mois pour un automobiliste moyen qui utilise son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, sachant que les dépenses supplémentaires moyennes des ménages en essence liées à l'inflation étaient en 2022 de 550 €. On suppose que le gouvernement a utilisé une toute petite voiture pour faire ses calculs. Cette indemnité carburant est cependant étendue à 1,6 million de foyers supplémentaires. Si vous êtes un couple avec 2 enfants et avec moins de 4 800 € de revenus mensuels, vous pouvez par exemple en bénéficier en 2024, alors qu'il fallait dans la même situation gagner moins de 3 941 € en 2022. Si vous voulez accéder à cette aide, c'est à partir du 1er janvier 2024 sur le site des impôts, si la loi n'a pas été modifiée jusque-là. Deuxième point, les prestations sociales vont augmenter de 4,6% en avril 2024 pour plus ou moins compenser l'inflation. Cela inclut entre autres une revalorisation du RSA qui va passer à 635 €, l'allocation adulte handicapé qui va passer à 1005 € et l'allocation de solidarité aux personnes âgées qui va passer à 1016 €. Les retraites quant à elles vont augmenter de 5,2% le 1er janvier 2024. Cette revalorisation interroge au vu du poids très important que pèsent les retraites dans le budget de l'État. Cette indexation sur l'inflation coûtera 14,4 milliards supplémentaires par an, une dépense très importante dans un contexte où le gouvernement veut pourtant faire des économies. En tout cas, c'est le discours qui est annoncé. On apprend cela notamment via un conflit entre le ministre des Finances Bruno Le Maire et la première ministre Elisabeth Borne. Le maire fustige la première ministre d'avoir accepté certains amendements comme le fait d'avoir étendu la prime de Noël à 600 000 familles monoparentales supplémentaires, alors que pourtant la mesure ne coûtera que 70 millions d'euros, ce qui est quasiment insignifiant par rapport aux 14,4 milliards d'euros par an que vont coûter la revalorisation des retraites. Beaucoup d'économistes sont d'ailleurs furieux de ces politiques qu'ils jugent comme étant trop en faveur des retraités et pas assez en faveur des actifs. Ils disent par exemple que le pouvoir d'achat des retraités est déjà 5% au-dessus de celui des actifs et qu'avec des retraites qui sont indexées sur l'inflation, celles-ci augmentent largement plus vite que les salaires et les retraités seraient donc en termes nominaux les grands gagnants de cet épisode inflationniste, notamment par rapport aux actifs. Globalement, ils considèrent que le gouvernement augmente les inégalités intergénérationnelles et continue ses politiques jugées comme étant gérontocratiques et injustes. De l'autre côté, on va avoir par exemple la directrice de l'IFRAP qui réplique en disant que les retraités ont vu leur pouvoir d'achat diminuer, notamment entre 2015 et 2020, et que ceux qui s'offusquent des revalorisations des retraites ne trouvent rien à redire en ce qui concerne la revalorisation des prestations sociales, qui elles pourtant ne nécessitent aucun travail, d'après toujours cette directrice de l'IFRAP. Cet argument paraît objectivement assez mauvais quand on sait que quasiment au même moment, le gouvernement va demander 15 heures de travail minimum aux bénéficiaires du RSA. D'un point de vue plus macroéconomique, quand on analyse les objectifs financiers du gouvernement, ça reste extrêmement laxiste, puisqu'il vise d'ici 2027 un déficit public qui passerait sous les 3% à 2,7%. Mais ça, c'est si tout se passe exactement comme prévu, s'il n'y a aucun événement particulier, et si surtout les prévisions de croissance et d'inflation qui ont été émises par le gouvernement sont effectivement exactes. C'est improbable puisqu'elles sont souvent assez optimistes, ces prévisions de croissance et d'inflation, et que malheureusement elles se vérifient assez peu. Des objectifs financiers, c'est un choix politique sur lesquels il n'y a pas de vérité universelle, mais ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement ne laisse aucune marge de manœuvre pour un événement un petit peu catastrophique, ou en tout cas qui pourrait venir impacter fortement l'économie. On pense à une épidémie, une crise financière ou une guerre. Et si un événement comme ça arrivait vraiment, ce qui sur une période de 4 ans est tout de même assez probable, eh bien ça pourrait complètement balayer tous les objectifs financiers mis en place par la France. Et le risque avec ça, c'est de voir la note de la France et la confiance qu'ont les investisseurs dans l'économie française se dégrader, notamment comparativement par rapport à ses voisins. Et si ça arrive, eh bien ça alourdira la charge de la dette, ce qui coûtera potentiellement des dizaines de milliards d'euros supplémentaires par an à la France en intérêts de dette supplémentaires. Donc c'est une question extrêmement sérieuse, et si un événement un peu dur arrive, eh bien ça forcera probablement le gouvernement à couper dans ses dépenses pour essayer de ne pas trop dériver de ses objectifs financiers, ce qui pourrait pour le coup contraindre à une certaine austérité, ce qui n'est jamais très agréable financièrement. Alors espérons que ce scénario idéal arrive, mais même dans ce cas-là, 2,7% de déficit public en 2027, ça reste un objectif relativement élevé en termes de déficit. On ne peut donc vraiment pas considérer qu'on a un budget qui soit économe ou austère de quelque manière que ce soit. Le gouvernement, qui aurait pu assez facilement profiter de l'inflation pour équilibrer ses comptes ou pour réduire son déficit public, a décidé de ne pas vraiment le faire et à l'inverse d'investir encore plus. Donc il y a par exemple 8500 emplois de fonctionnaires en plus qui vont être créés. Il y a 7 milliards d'euros supplémentaires qui vont être investis dans la transition
transition écologique, il y a 5 milliards d'euros qui vont être investis entre l'armée, la police et la justice, 3,9 milliards supplémentaires pour l'éducation, notamment via une revalorisation des salaires des profs, et puis la poursuite du bouclier tarifaire sur l'électricité qui alourdit encore un peu plus les finances françaises malheureusement. Alors on termine la liste des mesures annoncées par un petit peu de positif, notamment avec une revalorisation de l'impôt sur le revenu. Donc les tranches ont été indexées sur l'inflation, ce qui veut dire que normalement vous allez payer moins d'impôts si vos revenus ont moins monté que l'inflation. Donc par exemple la première tranche défiscalisée qui correspondait avant à tous les gains que vous alliez faire annuellement jusqu'à 10 777 euros, et bien maintenant cette tranche passe à 11 294 euros qui vont être défiscalisés, donc une augmentation de 4,8%. Et c'est pareil par exemple pour la tranche à 30% qui maintenant passe à 82 341 euros alors qu'avant elle était à 78 570 euros. Donc c'est une amélioration assez significative qui vous permettra peut-être de payer un petit peu moins d'impôts. Et dernière petite news qui peut vous intéresser si vous avez une voiture électrique, le crédit d'impôt qui était donné pour l'installation d'une borne de recharge chez vous est passé de 300 à 500 euros. Et vu qu'une borne coûte entre 1000 et 2000 euros, ça peut assez vite être amorti avec ce nouveau crédit d'impôt. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous aviez envie de faire ce projet, eh bien consultez les nouvelles réglementations puisque ça peut vous économiser 200 euros d'impôts supplémentaires pour l'année prochaine. Si ce budget provoque le débat sur ce qu'il contient, il provoque également la discussion sur ce qu'il ne contient pas. Le manque de mesures de soutien à l'immobilier dans un contexte de crise du logement et de l'immobilier est particulièrement critiqué par les responsables du secteur. Alors il y a pourtant une mesure dans le budget, on en avait parlé dans le premier épisode, c'est le prêt à taux zéro qui va être étendu à 6 millions de foyers supplémentaires et qui permet donc de réaliser un prêt dans des conditions très avantageuses, d'autant plus depuis l'augmentation des taux et les coûts du crédit qui ont très largement augmenté. C'est une mesure qui peut apporter une vraie aide financière concrète aux gens qui ont envie d'acquérir leur premier bien immobilier. Pour que le prêt soit possible, on peut désormais par exemple réaliser un achat d'appartements neufs en zone dite tendue ou des achats de logements anciens en zone détendue à condition de faire des rénovations énergétiques. Cependant, François Jolivet, député de l'Indre et d'autres experts du secteur expliquent que ces mesures sont totalement insuffisantes pour arrêter la crise de production neuve de logements qui menace d'après lui le pays. La production de logements neufs baisse continuellement depuis 5 trimestres en France. Les réservations de logements neufs sur le deuxième trimestre 2023 sont 40% en dessous des niveaux de 2022. Le secteur du logement est pourtant stratégique en France. C'est le premier secteur industriel français avec 10,8% du PIB. Et les grosses difficultés que connaissent et que vont continuer probablement si rien n'est fait à connaître le secteur menacent non seulement 4 milliards d'euros de TVA pour le gouvernement, mais surtout environ 180 000 emplois du secteur d'après le rapport du député de l'Indre. Les raisons de la crise s'expliquent assez facilement. Les taux d'intérêt sont 4 fois plus élevés qu'ils ne l'étaient en 2020 et les coûts des matières premières depuis la guerre en Ukraine se sont envolés. Cette situation crée un effet ciseau entre un pouvoir d'achat qui baisse significativement et des coûts qui ne baissent pas, voire qui augmentent dans la plupart des cas, ce qui pèse évidemment très lourd sur la demande et ce qui est à l'origine de la crise immobilière qu'on constate actuellement. Les promoteurs réclament donc un vrai plan de sauvetage de l'immobilier français et des mesures beaucoup plus fortes et concrètes que celles qui ont été annoncées dans le budget 2024. Au final, ce budget de la majorité ne semble satisfaire que ceux qui l'ont proposé. Entre la droite qui reproche des économies inexistantes, bien loin des milliards d'économies supplémentaires qui avaient été annoncées par le ministre des Finances, et la gauche qui reproche le manque d'investissement dans des secteurs ou dans des services publics pourtant stratégiques, eh bien ce budget entre deux politiques ne satisfait au fond personne. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à tous de l'avoir regardé. Vous pouvez vous abonner à la chaîne de Finari si vous avez aimé la vidéo. Et on a également pour vous un code promo FINACTU20 si vous voulez essayer les abonnements payants de Finari. Finari, qu'est-ce que c'est si vous ne le connaissez pas? C'est un outil qui vous permet de suivre et de gérer votre patrimoine de manière plus efficace avec des outils d'analyse plus spécifiques et puis des systèmes de tracking de la valeur de chacun de vos actifs qui vont vous permettre d'avoir une vision plus claire de comment évolue votre patrimoine. Voilà, merci à tous, à une prochaine fois, bye bye.